s'est laissé hier soir lors de la late session. Pour ceux qui étaient au rendez-vous, on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode du CQFR sur YouTube. Mais je suis toujours avec Shai. Shai, pas trop fatigué, pas trop Non, claqué. on se quitte pas après ces discussions passionnantes sur le basket, le rugby, le tennis de table. C'était les Simpsons aussi. C'était, ouais, on la mettra en ligne tout à l'heure, je pense. Ou si vous avez manqué ça, vous pourrez vous faire le replay. Effectivement, ça sera disponible sur YouTube. Nous, en attendant, on va parler un peu de l'actualité, évidemment, l'actualité basket, euh, avec pas vraiment des rumeurs, plus des déclarations d'Giannis Antetokounmpo qui peuvent encore interroger sur son avenir. C'est les deuxièmes en l'espace de quelques semaines, on va dire, allez, en l'espace de 2 mois grand maximum. Giannis Antetokounmpo qui a remis ce qu'on pourrait considérer comme un petit coup de pression, après, tout dépend du point de vue qu'on prend, au sujet des Bucks. Voilà, il a insisté sur le fait que voilà, son objectif, c'est de gagner et que s'il a le sentiment que Milwaukee n'est pas aligné sur cet objectif, il sera prêt à aller voir ailleurs. Je ne sais pas si tu veux lire la quote exacte ou si tu veux que je le fasse. Alors, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que parfois, tu sais, on a il y a des rumeurs qui sortent du genre un tel veut que son équipe se renforce, sinon il demandera un trade. Là, c'est des déclarations directes, donc c'est pas de la spéculation. Il dit pas non plus qu'il va demander son trade, il n'y a rien d'imminent, mais c'est intéressant de voir que les coups de pression, comme tu les appelles, et qui sont des coups de pression déguisés ou pas, il commence à s'accumuler un peu du côté de Giannis. Ouais, donc il était dans l'émission 48 minutes on Believe, je crois. Et donc il dit, tant que l'on approche les choses de la bonne manière tous les jours avec un objectif commun, je peux parfaitement me voir rester un joueur des Bucks jusqu'à la fin de ma carrière. Donc ça, c'est pour le côté positif. Il n'a pas forcément d'envie d'ailleurs qu'il n'arriverait pas à réprimer. Mais le jour où je sentirai qu'ils ne sont pas aussi déterminés que moi, 3 petits points, je suis un Milwaukee Buck, mais je suis surtout un gagnant et je dois faire tout ce qu'il est possible de faire pour gagner. S'il y a une meilleure situation pour remporter le trophée, alors je dois choisir cette meilleure situation. Donc là, la phrase est claire, il n'y a pas de... il n'y a pas de suspense. Il dit clairement, si je sens que je suis plus en adéquation avec la direction, je demanderai mon trade. J'hésiterai absolument pas à le faire. Et quand on sait que son contrat prend fin en 2025, même s'il a une player option en 2026, c'est pas anodin. Enfin, on peut pas considérer ça comme des déclarations anodines. Au même titre qu'on n'avait pas considéré comme anodines les déclarations de Joel Embiid, qui étaient un peu plus énigmatiques. Tu sais, c'était je veux gagner, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Bon, enfin, énigmatique. C'est pareil, c'est assez clair finalement. Hein, mais là, il y a vraiment une déclaration et c'est pas la première, comme tu le disais. Il y en a eu une précédente il y a quelques semaines où il dit qui était dans le même ordre. Voilà, là, c'est ça. Si je veux, s'il y a une meilleure situation, je la prendrai. Et c'est aussi, je veux finir là-dessus, c'est aussi un peu en opposition avec. Giannis a changé un peu aussi au fil des ans. Toutes les premières années et avant qu'il gagne le titre, ou même avant qu'il ait les petits échecs qu'il y a eu à un moment, il était, moi, je veux surtout pas d'un gros marché. Je suis très bien à Milwaukee. Je suis content d'être dans une ville moins à taille plus humaine entre guillemets. Et, là, on sent il a changé de statut, il a changé d'ambition aussi. Il veut marquer son époque, son passage. Donc voilà, on va évidemment suivre ça, mais c'est pas anodin du tout. Oui, je pense qu'il veut pas être pris pour acquis en fait par Milwaukee et par les Exactement. Bucks. C'est-à-dire que voilà, il y avait la quête de titre, il rassurait ses dirigeants dans la quête de titre. Maintenant qu'il y a la bague, il veut pas qu'il y ait cette espèce de prise pour acquis et le prendre pour acquis et que les efforts soient pas faits. C'est une manière de mettre la pression. Effectivement, il y a Jrue Holiday qui est bientôt en fin de contrat, Chris Middleton qui sera en fin de contrat en même temps que lui, vu qu'il a aussi une option. Même si Middleton il prendra peut-être l'argent, c'est une manière de pousser les dirigeants, les propriétaires à sortir le chéquier pour les joueurs nécessaires, à ne pas oublier de faire les ajustements, à prendre des risques en fait, à être constamment. LeBron James le faisait autrement, lui, c'était pas forcément via des déclarations, c'est-à-dire que LeBron James faisait ça en signant que des contrats courts. Donc la franchise était forcée de donner son maximum, quitte à sacrifier son futur, ses assets, etc., pour pouvoir aller chercher un titre. Là, Giannis répète constamment ses ambitions, en tout cas répète ses ambitions tout au long de l'été. Ouais, je pense Jusque-là, ils ont plutôt été bien de ce point de vue-là. Quand il a fallu faire le move pour Jrue Holiday, ils l'ont fait. Quand il a fallu prolonger, ils n'avaient pas encore la bague. Mais bon, après, ils ont plutôt, ils l'ont maintenu, ils ont gardé le noyau qui avait gagné le titre aussi. Et ça aurait pu se passer autrement. Il y a des équipes qui se sont disloquées après avoir gagné un titre.
moi, de mon point de vue, hein, alors ça n'a pas fonctionné, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis dans une situation impossible pour regagner un titre. Tu vois. L'échec de l'année dernière, c'est. Enfin, je sais pas, après, c'est mon point de vue. Et peut-être que là, il sent peut-être que l'effectif, les joueurs prennent de l'âge et tout ça, et que s'il faut faire un move difficile, il leur demande de ne pas hésiter à le faire plutôt. Je pense aussi que c'est, enfin, oui, il doit y avoir de ça, c'est sûr, hein, mais je me demande aussi dans quelle manière c'est pas payer les mecs déjà, tu sais, les cadres, Mmh. quoi. Tu vois, Ouais. par exemple, PJ Tucker est parti après le Ouais. titre. Mmh. Ils lui ont pas offert l'argent. Ils ont gardé Portis, par contre, quand même. Oui. Je pense que c'est une manière de dire, ouais, je sais que Jero Holiday va demander beaucoup, mais il va falloir lui donner. Donc, tu vois, Mmh. après, le choix difficile pour un trade, ça sera éventuellement si Chris Middleton ne retrouve pas son niveau. Mais bon, c'est vrai que les Bucks ont quand même donné l'argent à Brook Lopez, donc il y a quand même une volonté de garder des joueurs cadres. Faudra voir s'il y a une envie d'affiner l'effectif. Il y a quand même quelque chose avec ces deux. Il y a un espèce de contraste. Théo en parlait là avant qu'on commence. Ou comment dire, peut-être même une contradiction entre les propos d'Yanis juste après l'élimination, même si j'ai apprécié ses propos juste après, j'ai apprécié sa vision de la chose, mais Mmh. il y a un contraste, voilà, entre ce qu'il disait, c'est-à-dire ah ben non mais il n'y a pas d'échec, pourquoi vous parlez d'échec, c'est pas un échec, et derrière si on gagne pas, je te chercherai une meilleure situation. Voilà, Ouais. il y a quand même une contradiction entre ces deux sorties qui sont pas si éloignées que ça. Mais bon, ça maintient les Bucks dans l'urgence. Je pense que là, les Bucks savent que bah, y a pas de, on peut pas se dire qu'on reconstruit une équipe sur 2 ou 3 ans. C'est maintenant, pas autrement. Ouais, mais ça me semble. Après, ça me semble pas. Ça me semble assez simple, peut-être aussi. On peut prendre ça de. Là, forcément, un fan des Bucks qui rêvait d'avoir Yanis jusqu'à la fin de sa carrière a peut-être un peu d'inquiétude en se disant ah, il pense quand même à aller voir ailleurs si ça va pas. Mais je pense qu'il peut aussi se dire bah, on a un franchise player qui est pas du tout satisfait, qui va pas se contenter du seul titre qu'il a acquis en NBA dans sa carrière. Il veut en gagner d'autres. Il veut les gagner avec Milwaukee, donc il demande à faire les efforts et à rester sur le mood de la compétition. Et ça, quelque part, c'est aussi ça. Il est assez franc. C'est quelqu'un de franc, Yanis, finalement aussi. Ouais. C'est plutôt bien, plutôt que quelqu'un qui parlera pas et qui t'apprend 6 mois avant la fin, avant les négociations, que finalement, dans sa tête, il a déjà décidé de partir. Tu vois. Là, il sait, il prépare peut-être un peu les gens en leur disant bah, si c'est pas compétitif, si les choix me conviennent pas, je vous prends pas par surprise. Ça fait des années qu'on est ensemble, voilà. Donc je trouve pas ça. En plus, il répondait sans doute à une question aussi. Hein. Il a pas fait un tweet énigmatique. Tu vois, bon, à la James Harden. Bon, voilà. Pour l'instant, ça peut rester sain. Faut pas que ça se répète. Faut pas que toutes les semaines ils disaient attention les gars, me prenez pas pour acquis. Bon, au bout d'un moment, on aura compris. Hein, mais pour l'instant, ça me paraît encore assez sain. Voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi. On va parler d'un autre joueur qui, c'est pas vraiment une forme de pression, c'est différent parce que ça vient pas directement, c'est pas une quote directe, mais Brandon Ingram est éligible à une extension. Il ne devrait pas la signer. Alors, juste, quand on y pense, il ne devrait pas la signer cet été, c'est-à-dire qu'il est éligible cet été, son contrat termine en 2025. Évidemment, s'il attend 2025, il aura une somme beaucoup plus importante à signer. Donc bon, mais voilà, ça fait là aussi encore une petite pression sur les Pélicans avec Ingram qui ne serait pas prêt à signer une extension cet été. Ça se comprend, quelque part. Pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire pour de strictes raisons financières, s'il veut parier sur lui, bah, c'est logique qu'il attende. Et aussi parce que les Pelicans, c'est hyper flou, c'est dur de se projeter vraiment. Il y a plein de scénarios différents où tu te dis, bah, ils ont un super jeune noyau, enfin un noyau super qui peut leur permettre d'être compétitifs pendant 4-5 ans. Et tu peux aussi te dire, tout peut être fini dans 6 mois parce que Zion n'aura encore pas réussi à être apte à jouer sur toute une saison. Peut-être que collectivement, ça n'aura pas bien fonctionné. Il y a plein de choses qui font que je peux comprendre qu'Ingram patiente. En plus, lui, là, il est dans une situation compliquée parce qu'il avait fait une très bonne saison dernière malgré sa blessure. Moi, je l'ai trouvé excellent la saison dernière, notamment la fin de saison. Mais l'expérience avec Team USA, j'ai l'impression que ça va pas il en est clairement pas sorti indemne parce que il a lui-même dit qu'il n'était pas épanoui dans l'équipe, qu'il n'arrivait pas à apporter ce qu'il voulait apporter. Il a été aussi désigné un peu comme l'un des moins bons joueurs de la compétition, enfin, alors que ça devait être un des moteurs de l'équipe, on l'imaginait comme ça, un All-Star de son âge.
Donc là, je ne sais pas à quel point ça impacte sa réflexion actuelle, mais pareil, ça me paraît pas. C'est dans la tendance des choses de patienter un peu et de pas signer aveuglément un contrat alors que tu peux probablement, vu ton talent et ton potentiel, attendre plus dans quelques années et surtout attendre de voir si les Pelicans, ça vaut le coup de s'engager sur le long terme avec eux. Oui, et puis je me demande s'il peut pas être éligible au Supermax s'il remplit Mhm. certaines conditions. Ça, je les ai pas en Probablement. tête, mais Ouais. il est possible qu'il ait intérêt effectivement à attendre. Et puis de toute façon, comme le cap augmente d'année en année, tu as une extension plus élevée en attendant 1 an. Je pense que de toute façon, les Pélicans, c'est pas un joueur, ils vont pas céder à la panique. C'est pas parce que Ingram Non. prolonge pas qu'ils vont se mettre à le transférer. Mhm. Et je suis d'accord avec toi, lui, ça lui laisse toujours cette porte de sortie intéressante qui est de voir comment ça se passe et voir s'il a envie de rester. Parce que bien sûr, les Pélicans peuvent lui proposer plus d'argent, mais pour 1 an de moins et pour une saison de moins sur un contrat, s'il est libre, il peut toujours signer ailleurs, se retrouver dans une autre équipe. Voilà. C'est pas une équipe qu'il a choisie, les Pélicans. Faut pas oublier, hein, il C'est a vrai. été envoyé là-bas et pour l'instant, il a encore jamais eu l'occasion de choisir son équipe. Mhm. Il a été drafté par les Lakers, puis il a été envoyé aux Pélicans. Alors oui, il a signé des prolongations entre-temps, mais voilà, il n'a pas encore eu cette opportunité de vraiment tester le marché, même si ça arrive presque plus d'ailleurs, vu que les joueurs demandent Mhm. leur transfert en fait, plutôt qu'être libre. Et ce qui est ironique, c'est qu'Ingram, il peut très bien prolonger avec les Pélicans dans 1 an et demander son transfert dans 2 ans. Bon, voilà, Ouais, ça c'est ça, la ça ne NBA, c'est veut. la NBA d'aujourd'hui, ça Ouais. c'est. Mais tu as raison, il ne faut pas sous-estimer l'envie que les joueurs peuvent avoir de choisir leur destination parce que c'est des occasions qui se présentent pas tous les jours et la réflexion est logique. Alors bon, on n'en est pas encore là pour Ingram, mais ouais, la patience qu'il a l'air de vouloir adopter me semble logique. Voilà. On va parler d'une autre rumeur de transfert qui concerne les Rockets. En fait, c'est la suite finalement de l'histoire Ouais. avec Kevin Porter Jr. Euh, les Rockets chercheraient maintenant à le transférer en incluant des tours de draft ou un tour de draft, en tout cas draft Mhm. compensation, comme on dit. Ouais. Et l'idée serait de récupérer un joueur qui peut les aider à gagner maintenant. Donc ça montre déjà que les Rockets ont l'ambition encore de Mhm. vraiment passer un cap. Ouais. Et du coup, voilà, essaye de transférer Kevin Porter Jr. Shai, est-ce que tu Bon vois un courage. monde, voilà, où Kevin Porter Jr. est transféré à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe sur lui et qui sera sans doute dans l'attente d'un jugement, etc. Bah, je vois clairement pas une équipe se dire là à l'heure actuelle ah cool, là il va être disponible, il est sur le trading block, on va tenter, on va le relancer, tout ça. Je pense vraiment pas qu'il y ait une équipe qui soit dans cet état d'esprit-là. Après, est-ce qu'il y a une équipe qui peut vouloir récupérer son contrat pour pouvoir le couper, pour se faire de la place? Ça, c'est pas impossible, mais même là, c'est un peu tôt, ça me semble un peu tôt. Je pense juste que les Rockets cherchent à montrer qu'ils veulent se débarrasser de lui. Enfin, c'est limite une aubaine pour eux. Et par contre, est-ce qu'ils vont y arriver? Je suis pas certain, honnêtement. Ils sont peut-être en train d'étudier leurs options. Est-ce qu'ils ont le moyen de. Est-ce que ce qu'il a fait entre dans un cadre où ils peuvent s'en débarrasser autrement que dans un trade? Je sais pas, c'est peut-être pas le cas. À part le suspendre et tout ça, mais il est sous contrat, il a signé un contrat de 4 ans, dont 2 garanties, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est aussi ça. C'est aussi un peu de com en disant ouais, bon bah on va s'en débarrasser dès que possible. Après, je vois pas une équipe lâcher un asset, quel qu'il soit, pour faire venir Kevin Porter et se débarrasser et faire de la place. Enfin, son salaire n'est pas non plus faramineux, donc je pense que c'est un peu de com, voilà. Moi, la manière dont je le vois, c'est déjà le premier message envoyé, c'est qu'effectivement, ils veulent plus de lui. Mm. Et je pense que, bon, alors évidemment, les affaires, je pense que ça fait. Je suis pas sûr que de toute manière, Kevin Porter Jr. était pleinement dans le projet. Je sais, ça Mm. peut surprendre de dire ça alors qu'il tourne à presque 20 points par match et que c'est un joueur qui a été titulaire depuis 2 ans. Mm. Mais je pense sincèrement que voilà, l'arrivée de Fred VanVleet, la draft de Thompson, tout porte à penser que c'était pas non plus la pierre principale du projet. Ouais. Qu'avant lui, il y avait largement Jalen Green et Alperen Sengun et Jabari Smith. C'est pas un jeune qui a été drafté par les Rockets. Les Rockets ont plutôt sauté sur une opportunité quand il a eu justement des problèmes déjà à Cleveland. Ouais. Mais voilà, l'autre information importante que je vois dans cette rumeur, j'ai l'impression que les Rockets sont en train de tâter le terrain parce que voilà, ils se doutent bien que Kevin Porter Jr. ne sera pas un joueur qui intéresse, mais
c'est le draft compensation. Genre, on est Ouais. prêt à sacrifier un pick. Venez chercher votre pick, venez chercher ce tour de draft qui est souvent précieux pour certaines franchises, notamment celles en reconstruction. De toute façon, c'est ça qui va être visé. Les équipes en reconstruction qui veulent un pick et qui sont prêts à se séparer d'un joueur sous contrat. Genre, regardez, on va prendre votre gars sous contrat, on vous donne un pick pour les troubles liés à Kevin Porter Jr. Vous le coupez, vous en faites ce que vous voulez. Il a, comme tu l'as dit, il a un contrat à 15 millions de dollars. Je crois qu'il faudrait voir, il y a sans doute une partie qui n'est pas garantie. Ouais, il y a une partie qui n'est pas garantie, ça dépendait, il y avait des conditions justement sur le comportement ou l'assiduité. Enfin voilà. Vous allez devoir gérer ce merdier, excusez-moi, mais je vois pas d'autres termes. Vous allez devoir gérer ce merdier, vous débrouiller pour le couper pour tout ce qui est relations publiques. Et nous, en échange, on vous donne un tour de draft en vous remerciant et on prend le gars dont vous n'aviez plus envie. Parce que faut savoir qu'un joueur win-now qui peut aider. En fait, il y a des équipes, elles sont obligées elles-mêmes de rajouter un pic pour se séparer de ces gars-là. Tu vois, genre, voilà, on a tel mec qui a son contrat arrive à expiration. On est obligé parfois de mettre un pic pour s'en séparer. Là, non, mettez pas de pic. C'est nous qui vous donnons le pic et on prend un joueur. Maintenant, j'ai l'impression que là, tout de suite, c'est un transfert qui me semble impossible parce qu'on n'a pas de verdict sur Kevin Porter Jr. Et tant qu'il n'y aura pas un sens juridique à tout ça, je ne vois pas une équipe faire ce trade. C'est du suicide en termes de communication. Par contre, voilà, en cours de saison, une fois qu'on a un peu plus d'infos, qu'il y a éventuellement une condamnation, là, c'est un trade qui peut, ou une fois que les équipes elles-mêmes savent où elles en sont, tu vois, celles qui vont reconstruire, celles qui ont des joueurs à lâcher, là peut-être. Mais bon, je me dis quand même que ça me semble très compliqué vu l'histoire autour de Kevin Porter Jr. Je vois mal une franchise aller chercher ce gars-là, même si c'est pour le couper dans la foulée, quoi. Ouais, pareil. Je t'ai dit, pour moi, c'est un peu de com du genre, effectivement, on veut plus de lui et on trouvera un moyen qu'il soit plus affilié à la franchise des Rockets. Moi, je le vois comme ça. Allez, on va terminer par les nouvelles règles concernant le load management. C'est quand même déjà, c'est un signe que la NBA veut s'attaquer au problème. Ouais. Est-ce que tu peux nous les énoncer? Est-ce que tu les as sous les yeux? On en avait parlé avec Théo dans le CQFR de lundi, je crois. Sous les yeux, je ne sais pas, mais je peux facilement m'en rappeler. C'est simplement que tu ne peux pas reposer deux joueurs considérés comme des stars en même temps sur un même match. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe tout de suite. La NBA a défini ce qui était star. Ouais. Star, c'est au moins une sélection All-Star au cours des 3 dernières années. C'est ça, j'avais vu que quelqu'un avait listé du coup les joueurs qui entraient dans ce cadre-là, en dehors évidemment des stars qui sont incontournables, les Durant, Curry, voilà. Donc ça veut dire par exemple Jarrett Allen, Julius Randle, Lauri Markkanen, Andrew Wiggins, Ben Simmons, c'est considéré comme une star parce qu'il a fait une All-NBA team ou un All-Star dans l'une des 3 dernières saisons. Chris Paul, Nikola Vucevic, Rudy Gobert, Domantas Sabonis et Zach LaVine. Voilà. Et il y avait aussi une liste des équipes qui ont plusieurs stars parce qu'il y a une règle qui concerne le nombre de stars. Et là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y avait. Bon, voilà, à partir de. Vous pouvez trouver, je crois qu'il y a les Bulls, les Warriors. Il y a plusieurs équipes comme ça. Ce qui est ironique, c'est qu'il n'y a pas les Nuggets. Oui, parce que à part Jokic, c'est une des caractéristiques du titre des Nuggets et de Jokic, c'est qu'il a jamais joué avec un membre d'une All-NBA team, même si des joueurs comme Jamal Murray sont ou un All-Star, t'as raison. Et donc il y a cette règle-là sur le fait de ne pas pouvoir reposer deux joueurs All-Star en même temps, le fait qu'ils incitent à ce que les matchs de repos soient à domicile. Non, à domicile. Alex. Si, attends. Oh, je sais plus. On en avait parlé de jour, je vais retrouver le truc pour pas dire de bêtises. Ils incitaient sur l'un des deux pour pas. Alors attends. Mais en gros. Et pareil, s'il y a plusieurs stars, c'est qu'une seule star qui doit être mise au repos, pas les deux. On s'amusait à imaginer. Les Clippers avec Kawhi et Paul George qui tirent à la pièce. Voilà, c'est ça. Donc, je vais redire les trucs. Donc, il y a le coup de la star mise au repos. Les équipes doivent s'assurer que les stars soient disponibles pour les matchs télévisés et les matchs de la NBA Cup, donc le nouveau tournoi à demi-saison. Doivent faire leur possible pour que les mises au repos des joueurs aient lieu à l'extérieur. Effectivement. Et les équipes doivent éviter de mettre au placard des joueurs sur une longue durée, notamment lorsque leurs objectifs sportifs sont plus atteignables. Coucou les Dallas Mavericks et les Portland Trail Blazers par exemple, pour préserver l'intégrité du jeu. Et enfin, ils doivent s'assurer que les joueurs mis au repos
soit tout de même présent au match et visible pour les fans. Voilà. Mais ce qui est, en fait, toutes ces règles, c'est bien joli, mais il y a un truc tout bête, hein. C'est juste que les franchises, à la place d'ouvertement dire ah, machin est mis au repos, c'est machin a une douleur quelque part. Et tu règles le problème, en fait. C'est à partir de là, la NBA demande quoi? Un certificat médical? Tu vois? Un truc du Probable, médecin? probable. Médecin de la franchise, examination. Ah bah ouais, il peut pas jouer là, il a un truc à la cheville. Ah bah là, il a un truc au genou. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est bien, qu'il y a une motivation, qu'il y a une envie de lutter contre le problème, mais que si demain tu veux faire du load management, tu peux le faire. Tu dis juste que ton mec il est blessé. Et non, il est pas mis au repos, il est blessé. C'est blessé là au genou à l'entraînement. Il a une petite frayeur au genou. Enfin, je sais pas. Est-ce que l'NBA peut pas envoyer des médecins indépendants? Bon, après ça devient. T'imagines après la logistique à chaque ça fois. devient une ingérence assez folle. Après, mais... À chaque, puis surtout, c'est-à-dire à chaque, enfin, je sais pas, tous les soirs, tu envoies une équipe de médecins dans 3 franchises différentes parce qu'il y a 3 mecs, il y en a un qui est blessé à la cuisse, et puis du coup, tu surveilles que les stars. Enfin, je sais pas. Non, mais le problème est le même depuis des années, c'est le nombre de matchs, de toute façon. Enfin, je veux dire, il y a tellement de matchs que si tu veux vraiment que les joueurs soient moins load management, et encore une fois, c'est pas les joueurs eux-mêmes, souvent c'est les franchises qui les poussent. Curry l'a dit plein de fois, moi si je pouvais, je jouerais tous les matchs, c'est pas moi qui décide en gros. Il y en a plein qui sont comme ça, à part peut-être du coup chez les Clippers, on sait pas trop parfois. Paul George avait déjà dit je verrai comment je suis, je déciderai si je joue ou pas. Enfin, tu sens qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus indépendants que d'autres de ce côté-là. Mais pour moi, c'est le nombre de matchs. Donc, tant qu'il y a autant de matchs, les équipes feront du load management et tenteront de contourner le règlement quel qu'il soit. Après, c'est logique que la Ligue ait tenté quelque chose pour inciter les futurs diffuseurs à aligner l'argent pour les droits télé. S'ils leur disent, regardez ce qu'on a fait, vous allez voir, il y aura vous taperez moins de matchs télévisés en chaîne nationale à horaire acceptable avec où 3 stars ou 4 stars seront mises au repos. Je pense que dans leur dialogue avec les diffuseurs, ça jouera quand même. Après, est-ce que dans les faits, on aura moins de load management? Je ne sais pas. Je pense limite la règle qui est la meilleure, enfin qui me semble la plus pertinente pour lutter contre le load management, c'est celle qui a été faite pour les trophées. Ça va au moins encourager ceux qui ont des ambitions individuelles. Mais bon, ça concernera pas tous les joueurs. Je pense qu'un Kawhi, par exemple, il n'en a rien à secouer d'un trophée individuel à ce stade de sa carrière. Bon, après, c'est un problème. J'ai l'impression que c'est un problème presque d'époque au final. Ça fait un moment maintenant. Tu l'as dit, peut-être le nombre de matchs. En fait, c'est simple. Si tu veux lutter contre ça, il faut que ce soit financier. Il faut que tu trouves une manière de pousser les mecs. Ah bah voilà, t'as tes primes que si tu joues tant de matchs. Mais bon, après, du coup, derrière, c'est un peu injuste pour ceux qui se blessent vraiment. Enfin, mais là c'est un problème délicat. Et il n'y aura pas moins de matchs dans une saison, parce que moins de matchs égale moins d'argent. Donc c'est ça. C'est ça. Et pourtant, après, c'est un exemple. C'est pas pareil. C'est pas la même ligue. Il n'y a pas autant d'équipes. Mais ce qui fait que la WNBA, pour les gens qui l'aiment bien, est très compétitive, c'est que tous les matchs sont des matchs à enjeu. Elles ont que 40 matchs, donc je dis pas que la NBA doit jouer, que chaque équipe NBA doit jouer 40 matchs. Ça n'aurait pas de sens de passer de 82 à 40, mais réduire le nombre de matchs, ça rend quand même chaque match plus important. Même si tu n'en enlèves que 10, pour le classement, ça peut être important. Et bon, c'est une des solutions, mais ça le fera pas. Millions de dollars. Oui, bien sûr. Après, il faut trouver un autre moyen. Après, tu peux trouver un autre moyen de générer de l'argent. Je sais pas, je travaille pas à la NBA, mais je dis juste que ça me paraît être. C'est à peu près sûr que s'il y a moins de matchs, il y a moins de load management, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que c'est un problème. On verra cette saison. On verra ce que ça donne avec ces règles. On verra. Il y aura peut-être un peu moins de load management, mais voilà, on a de moins en moins de superstars qui jouent 82 matchs, et je serais très surpris que cette année, la majorité des superstars soient au-dessus des 80 matchs, par exemple. Mais bon, on verra. On suivra ça, évidemment. On va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des commentaires, etc. Et on les lit d'ailleurs, sachez-le. Absolument, on essaie d'y répondre. Donc voilà, donc on prend en compte aussi vos avis, vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Et écoutez, je vous dis bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao.